Bonjour. J'ai le fauteuil qui couine un peu. Est-ce que ça se voit que je suis intimidée un peu, beaucoup par ce format en fait? On a lancé l'idée de faire une FAQ parce que on recevait quand même quelques questions au fur et à mesure des vidéos qui nous intéressaient, puis on s'est dit que ça pouvait du coup forcément aussi intéresser des gens puisqu'on nous les posait tout simplement. Donc voilà, on va aborder quelques sujets différents de la construction, du jardinage et aussi à propos de notre changement de vie. Et puis n'hésitez pas, surtout si vous voyez que c'est un format qui vous plaît et qui peut-être vous aurez d'autres questions à poser à la suite de cette vidéo, et n'hésitez pas à nous les envoyer et en fonction peut-être qu'on fera une prochaine FAQ, voilà. Mais c'est un format voilà, avec lequel je suis pas forcément hyper à l'aise dans un premier temps, première fois que je fais ça. D'ailleurs, je vais le faire toute seule face caméra, parce que Clément, je pense que c'est peut-être, je sais pas si vous en êtes rendu compte au fur et à mesure des vidéos, mais c'est pas quelque chose qu'il apprécie plus que ça, d'être face à la caméra. Et donc en fait, il est juste à côté, voilà, il est vague à ses occupations. Moi, je me permettrait de temps en temps de lui poser des questions, voir s'il est d'accord avec moi, il entend tout, et puis si jamais il a envie de prendre la parole, si jamais il n'est pas d'accord avec ce que je dis, eh bien il le fera. Donc voilà, et puis on va commencer. Alors, j'ai mes petites questions qui sont ici, donc je vais les lire, et la première question qu'on nous a posée, c'est: quelle est pour vous la chose la plus dure que vous avez réalisée pour la construction? Alors, j'ai eu besoin de réfléchir longtemps avant de me dire plus ou moins ce que je pourrais avoir envie de répondre, parce que franchement, la première chose qui m'est venue en tête, c'est tout. Ouais, un peu ça. Non, en fait, j'ai pas réussi vraiment à spotter un truc bien particulier où je me suis dit « Ah, ça c'était vraiment la galère ». Si ce n'est que les 21 jours de la construction de la structure ont été particulièrement éreintants pour nous. Disons qu'on l'a vécu un peu comme un raz-de-marée. On connaissait rien, donc là il a fallu vraiment tout apprendre. Et en même temps, on savait qu'on avait un temps assez limité, parce que je vous le dis, de base il était prévu qu'une dizaine de jours, qui se sont transformés en 21 jours. Mais et puis on avait assez peu conscience finalement de ce qui allait se passer, c'est-à-dire que on connaissait les étapes de travail, on savait par quoi on allait plus ou moins passer, mais c'est une chose de le savoir et c'est une chose de le vivre pour la première fois. Et en fait, quand tu te rends compte que ne serait-ce que visser une vis, c'est difficile, enfin c'est quelque chose qui s'apprend, c'est bête, mais en fait tu vas comprendre que visser une vis ou monter un mur du coup ou monter une toiture, ouais, c'est beaucoup plus complexe que ce à quoi tu t'attendais. Donc heureusement qu'on était chapeautés. Voilà, on avait la possibilité d'être vraiment des petites mains, d'être en mode robot et de faire les tâches qu'on nous demandait de faire sans forcément nécessairement avoir à réfléchir, même si c'était important pour nous de comprendre ce qu'on faisait. Voilà, et d'apprendre, parce qu'après on savait que derrière on allait être tout seul. Mais c'est vrai que voilà, il y a des choses comme la météo auxquelles on ne pense pas, mais franchement faire la dalle sous la canicule, ça a été quelque chose de très compliqué parce qu'on portait des bois qui étaient vraiment très lourds, très longs et très lourds. Tu prends ton premier bois, tu le poses, tu te dis waouh, c'est un peu dur quand même, et puis après le deuxième, le troisième, le quatrième, et puis au bout d'un moment tu sens que t'as la tête qui tourne et qu'en fait ça va être beaucoup plus compliqué que prévu. Donc oui, en fait ça a été vraiment de se prendre tout ça dans le visage et surtout pas le choix d'avancer. On faisait vraiment des journées très longues de travail parce qu'on avait un temps qui était limité, et donc il y avait des jours où faut être objectif, on n'avait pas envie parce qu'on était cassé au niveau du corps, on était cassé au niveau de
de la fatigue qu'elle soit psychologique comme mentale, parce que c'est normal, quand tu travailles d'arrache-pied comme ça pendant plusieurs jours d'affilée, au bout d'un moment, même le mental, c'est compliqué, donc c'était pas facile aussi avec l'équipe, c'est des choses qu'il faut apprendre à gérer, parce qu'on on travaille en groupe, et qu'en plus avec la fatigue, forcément, c'est des choses qu'il faut apprendre à vivre les uns avec les autres, donc c'était pas évident, et ça c'est quelque chose qu'on a... Je peux pas dire qu'on a mal vécu, c'est pas quelque chose qu'on a mal vécu, mais c'est quelque chose qui a été beaucoup plus difficile que ce à quoi on s'attendait. Et puis après, évidemment, chaque étape comporte son lot de difficultés, je dirais. Par exemple, un truc tout bête, placer l'OSB, qui est donc le revêtement qu'on a choisi pour l'intérieur de la maison, des plaques de bois reconstituées, placer l'OSB au plafond, ça c'était infâme. Infâme. Les plaques elles sont grandes, du coup plus on garde la longueur, plus elles sont lourdes, donc il faut que tu sois là à la placer comme ça sur un échafaudage qui tient, mais bon voilà, au début ça fait toujours un peu peur quoi, tu vois, l'échafaudage, et t'es là, t'as le dos en l'air, tu dois taper, tu dois visser. Clément en plus il est grand, il s'est ruiné le dos à plusieurs reprises à ce niveau-là. Ouais, en fait c'est ça qu'il faut faire hyper attention, c'est que ton corps il est fragile, il faut vraiment en prendre soin, il faut faire attention, y aller calmement, parce que à partir du moment où tu te fais mal au dos, tu peux te ruiner 10 jours de non-travail comme ça, et 10 jours, suivant les périodes de l'année, on n'a pas toujours 10 jours pleins par exemple pour pouvoir travailler. Il y avait quoi aussi ? Ouais, poncer, ça aussi c'est infâme. Ça c'est des choses de toute façon qu'on expliquera dans les vidéos, mais on s'est retrouvés à devoir poncer en fait tout le bardage de la maison après avoir posé tout sur place quoi. Normalement il aurait mieux fallu poncer avant, mais bon, on s'est retrouvés à devoir le faire après. Voilà, c'est un travail qui est conséquent, c'est un travail qui est physique. En fait, quand on a des outils du type la ponceuse, on l'utilise les premières minutes, la première heure, on se dit ça va, mais en fait quand on fait ça pendant une journée entière, ou en tout cas plusieurs heures d'affilée, au bout d'un moment, les vibrations de l'outil, c'est des vibrations qui remontent partout, jusque dans la nuque. C'est tout petit, hein, au début, ça n'a pas l'air tant que ça, mais vu qu'on est obligé d'appuyer un tout petit peu, de maîtriser du coup le port en fait aussi de l'outil qui quand même pèse un peu son poids, et donc lui-même qui vibre, en fait c'est des choses voilà, c'est des vibrations qu'on emmène dans tout le corps, et après on a des douleurs qui restent là pendant plusieurs jours, qui reviennent parce que souvent c'est un travail qui peut prendre vraiment beaucoup de jours d'affilée. Ça c'est des difficultés auxquelles on s'attendait, mais malgré tout de les vivre, c'est autre chose. Après c'est pas pour autant que c'est quelque chose, encore une fois, qu'on vit mal, parce que quand tu choisis de faire ça, et que en plus t'as le plaisir de pouvoir voir à la fin de chaque journée l'évolution de ton travail, là tu l'as en direct quoi, de voir que chaque jour t'es toujours un peu plus proche de l'emménagement, ça pallie à ces difficultés là quoi. Clément, toi ça serait quoi pour toi ce qui aurait été le plus dur Monter la charpente. Monter la charpente. Oui, ça m'est pas forcément venu à l'esprit moi parce que je l'ai pas fait physiquement. Mais Clément et Pierre l'ont fait à deux et à trois avec le charpentier bien sûr, mais ça c'était extrêmement violent parce que c'était très lourd. Manque de sécurité, la hauteur, ouais. Monter les poutres préfabriquées en avance, mais il fallait quand même les monter de 4 mètres, et il y en avait beaucoup. Donc, ouais, il y en avait beaucoup. Ça va me permettre d'embrayer en fait sur la prochaine question qui nous a été posée. Donc s'il y a quelque chose sur lequel vous voudriez vous y prendre différemment, ce serait quoi ? Choix du terrain, choix de la maison, type de matériaux, emplacement. Mais je dirais que la première chose à laquelle je pense, c'est qu'on n'a pas du tout été conscient quand on s'est lancé dans le projet et qu'on a ramené des gens en fait avec nous qui nous ont aidés. C'est toujours principalement pendant le montage de la structure. C'est la sécurité en fait. Mais parce que de base on n'a même pas pensé à notre sécurité, on s'est dit non mais c'est bon, si on nous dit qu'on peut le faire, c'est qu'on peut le faire, et il n'y a pas de risque plus que ça.
Mais si, évidemment qu'il y a un risque, et en l'occurrence, monter la charpente, ça c'était vraiment une étape risquée. On a fini par louer un échafaudage, heureusement, bien sûr, mais parce que en fait c'était pas possible de faire ça à 2 échelles. Enfin, il faut quand même prendre conscience qu'il fallait... On vissait ensemble, donc les 2 planches qui formaient un triangle. Et donc ça, il y en avait, je sais plus combien à la suite, mais vraiment beaucoup. C'est des planches qui sont très lourdes. Monter ensemble, ça l'est encore plus. Et il faut arriver à les monter à 4 mètres de hauteur, tenir le dévers, ce qui veut dire faire en sorte qu'elle ne bascule pas. Donc pardon. Tout ça perché sur soit une échelle, soit sur un échafaudage, et avec les bras tendus, quoi. Et si jamais tu lâches, c'est l'autre en face qui part avec l'énorme bois que vous tenez à 2, quoi. Ça, c'était vraiment dangereux, en fait. Tout s'est bien passé, heureusement, mais pas sans frayeur. Et vraiment, en fait, par exemple, on s'est même pas posé la question d'une assurance. Chose qu'on aurait dû faire. On a été un peu dans le déni, je pense, à ce moment-là. C'était un peu compliqué parce qu'en fait, à ce moment-là, on était en plein dans ce travail-là des 21 jours, en plein dans des montagnes de choses à réfléchir en même temps, à penser en même temps. Je vous dis qu'il nous arrivait en fait dessus, plus la fatigue, plus la physique et mentale. Et du coup, en fait, on était là, chaque jour on avançait, on se disait non mais ça bon, ça l'a fait, donc ça va le faire. Mais si vraiment on veut faire les choses bien, oui, en fait, il faut faire quelque chose comme ça, comme prendre une assurance pour tout le monde, parce que s'il se passe quelque chose, si quelqu'un se casse quelque chose, si quelqu'un se blesse, et pire encore, voilà, on est sur votre chantier en fait, donc c'est à vous d'en assumer les responsabilités, et c'est pas rien, du tout, en fait. Par contre, après, pour ce qui est de l'emplacement, du terrain, ou du terrain même en soi, on a fait comme ça, parce que finalement, on n'aurait pas pu faire autrement. C'est très compliqué d'arriver à trouver un terrain qui rassemble tous les critères qu'on voudrait avoir. Un terrain qui soit suffisamment grand pour qu'on puisse vraiment faire en tout cas le potager, verger qu'on souhaite, qui nous permette d'avoir quand même un maximum de place pour pouvoir tendre vers une forme d'autonomie. Donc même si bon, l'autonomie totale c'est pas possible, ou en tout cas faut vraiment faire ça d'une façon complètement différente, c'est pas forcément notre but, mais au moins pouvoir avoir vraiment quand même il faut de la place, quoi. Voilà, nous on a réussi à trouver un terrain qui fasse 2500 m², qui est une partie constructible. On aurait aimé qu'il y ait un point d'eau facilement accessible sur le terrain, mais ça c'est compliqué. Alors on n'en a pas la certitude, peut-être qu'on a une source sur le terrain, mais bon ça c'est pareil, hein, pour pouvoir être sûr qu'on ait la source, il faut la forer. C'est financièrement quelque chose d'assez conséquent, hein. Ça peut surfer sur les 5 000 jusqu'à 10 000 euros suivant la profondeur de la source, donc c'est pas rien, c'est étape après étape. Vaut mieux partir du principe qu'il n'y en a pas, comme ça au moins on n'est pas déçu. Voilà, après il y a aussi du coup on se dit ok, quelle région choisir, une région où quand même il pleut suffisamment, qui soit pas trop aride en général, parce que l'eau c'est carrément nécessaire et que ça va de plus en plus manquer, donc il faut quand même réfléchir à la région. Mais il y a aussi la sociabilité. Est-ce qu'un endroit où on serait vraiment totalement isolé, c'est quelque chose qui nous va, qui nous dérange pas, ou est-ce qu'on veut de la sociabilité? Ça a été beaucoup de questions qu'on aborde d'ailleurs dans la vidéo mise en place dont je vous mets le lien là. Mais c'est vrai que voilà, on est passé par plein de choses. On s'est demandé, à la base on voulait faire habitat léger parce qu'on partait vraiment avec un budget qui était très petit. Très petit, et on n'avait pas le choix parce qu'on voulait absolument partir. Des choses d'ailleurs qu'on abordera là tout à l'heure un peu plus tard. Nous, on a fait le choix d'être dans une région où on a déjà une forme de sociabilité par un secteur familial, je dirais. Je n'ai pas spécialement envie de toute façon de m'étendre sur le sujet, ni de dire où on est, parce que en fait il y a plein de youtubeurs qui ont eu des problèmes avec ça, et voilà, nous on n'a pas envie de nous étaler sur vraiment la région où on est et ainsi de suite plus que ça. Finalement, le choix d'être dans une région où on connaît déjà des gens, ça c'est vraiment un plus. Mais parce que c'est déjà hyper important d'un point de vue psychologique, le fait de pouvoir de temps en temps comme ça
dans l'année avoir du monde autour de soi. Et les fois où les gens sont là, où on arrive à se voir, et ben ça fait du bien, ça rassure, parce que créer des nouvelles connaissances, c'est pas facile du tout, quoi. Et puis c'est aussi une possibilité d'être vachement plus dans l'entraide facilement en fait, hein, parce que on se donne des coups de main, on peut être là les uns pour les autres, dans des moments où voilà, on se confronte à une météo par exemple, difficile, que nous on découvre. Quand on connaît des gens sur place qui connaissent déjà la région, qui connaissent déjà les difficultés à rencontrer, en fait on avance plus vite. Évidemment. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'à un moment, au tout début du projet, on tendait plus vers d'autres régions de France et où on connaissait personne. Donc on l'aurait fait, on se serait lancé quand même de cette manière-là, mais c'est vrai que voilà, on sait que maintenant c'est un atout, c'est vraiment un avantage d'aller dans une région où on connaît déjà des gens. Et pour les matériaux, c'est évident que si on avait pu, on aurait aimé faire autrement. C'est-à-dire que voilà, on utilise et on utilisera encore des matériaux qui sont pas nécessairement écologiques. Je veux dire, on aurait aimé utiliser de la laine de bois, on aurait aimé utiliser... Il y a vraiment plein de choses sur lesquelles on s'est dit, bon ça c'est pas un matériau écologique, quoi, et c'est dommage. Mais ça c'est une question d'argent. Parce que soit pour vraiment faire un projet totalement écolo, il faut partir sur un habitat léger, finalement du type la yourte ou du type Earthship, ou alors une maison construite en pneus, en terre-paille, ce genre de choses. Ça c'est vraiment l'idéal. Et c'est quelque chose qui nous aurait énormément plu à la base, principalement le Earthship, ça aussi on en parle dans la vidéo mise en place. Mais c'est pas du tout évident d'arriver à trouver un village, une région qui accepte un permis de construire de cette manière-là. Et si on tient absolument à faire ce type de projet-là, en fait le seul moyen c'est d'aller là où on vous accepte, mais de pas choisir l'endroit où vous voulez aller. Parce que c'est beaucoup trop compliqué après de se battre avec l'administration ou alors de se lancer dans des projets qui sont pas autorisés, donc pas légaux, et donc qui apportent leur lot de stress en fait, hein, parce que quand on se base sur un projet qui est pas légal, derrière on a le risque de l'expulsion, et donc avoir travaillé des années et des années pour construire sa maison, pour commencer une forme d'autonomie, et commencer à arriver enfin à avoir une belle production, et que là d'un coup on doive nous obliger à partir, c'est quand même... Enfin en tout cas voilà, nous c'était un risque qu'on n'avait pas envie de prendre, parce que c'était déjà bien assez difficile comme ça. Il y a aussi la possibilité de s'entendre avec la mairie, mais d'un accord plus ou moins tacite, mais bon, à partir du moment où le maire ou la mairesse change, il n'y a absolument pas la certitude que derrière, le prochain maire ou la prochaine mairesse, elle accepte la situation. Donc c'est vraiment... Ça, c'est quelque chose qui était trop angoissant pour nous. Donc on a préféré finalement choisir la région et mener le projet que la commune allait accepter au niveau du permis de construire. Donc on est déjà très content d'avoir pu faire une maison en bois, très content d'avoir pu acheter un bois local et pas un bois qui vienne d'un autre pays. Voilà, on est déjà très content de ça, mais pas de regret d'une certaine manière où en fait on n'aurait pas tellement pu faire autrement. Je viens de me rendre compte bien plus tard que j'ai pas fini ma phrase et que je disais donc soit on fait ce type de projet-là qui apporte son lot de difficultés pour le mettre en place, soit on a beaucoup d'argent et on fait une maison passive, ce genre de choses. Mais sincèrement, il faut vraiment beaucoup d'argent. Parce que ces matériaux-là coûtent très cher. Déjà qu'on s'est tapé l'inflation des matériaux en pleine figure, pile au moment où on est parti. Là, penser à des matériaux vraiment aussi nobles, c'était totalement hors de budget pour nous, quoi. Donc on est dans un entre-deux. Et malgré tout, on n'est pas peu fiers de la maison qu'on a, parce que elle est pas si mal isolée que ça, hein. On s'en rend compte grâce au fait que là, tout l'hiver, on a travaillé à l'intérieur, sans chauffage et sans électricité, hein. Et en fait, dès qu'il y a le moindre rayon de soleil, elle se gorge de chaleur. C'est impressionnant. Et vraiment, il y fait bon. Donc on se rend compte que clairement, on aura évidemment besoin de chauffer, mais beaucoup moins
que par exemple dans la maison où on est là à l'heure actuelle, qui est finalement qui devient assez rapidement froide et ainsi de suite, et qui garde pas la chaleur très longtemps. Si on a eu un jour de soleil et que le lendemain il fait pas soleil, bah, dans notre maison en bois, le lendemain il fait quand même chaud. Ça, on sait que ça va être un gain financier énorme. Et l'avantage, c'est qu'on a aussi des fenêtres de la face est à la face ouest. On a vraiment donc des fenêtres qui se font pile en face. Si on ouvre du coup la porte du couloir et qu'on ouvre ces deux fenêtres-là en grand, eh ben on a un courant d'air qui l'été permet de rafraîchir la maison quand il fait trop chaud, quoi. Troisième question. Allez-vous continuer des vidéos de choses faites maison, que ce soit en cuisine ou au jardin? Oui. Évidemment que oui, c'est le principe même de notre chaîne. C'est-à-dire que là, nous, on fait un peu en fonction de ce que... Enfin, on vous propose des vidéos un peu en fonction de ce qu'on fait au fur et à mesure. Il se trouve que depuis plusieurs mois, là, on n'a plus du tout le temps d'expérimenter, je dirais, des choses en cuisine comme on a pu faire jusqu'à présent. Il y a une vidéo, par exemple, sur le pain que j'aimerais faire parce que Clément fait très bien du pain. Il a appris au fur et à mesure en autodidacte et sincèrement c'est assez bluffant. Je dis pas ça parce que je l'aime, mais c'est vrai, je trouve qu'il est vraiment très très bon son pain. Et en fait on s'est rendu compte que voilà, à la base il savait pas du tout faire du pain et il a pu apprendre à faire vraiment un pain de qualité. Et ça c'est des choses que justement on aimerait vous partager. Mais il se trouve que là voilà, on a un taf alimentaire et donc plus à gérer les travaux après le taf, plus à gérer après le montage des vidéos et accessoirement se reposer de temps à autre ou avoir une vie sociale, bah oui, il fait plus de pain, là, par exemple, où on expérimente beaucoup moins de choses du type le fromage, le saucisson, mais de toute façon on a envie d'apprendre à faire un maximum de choses qu'on achèterait par nous-mêmes. Donc vous allez avoir, à chaque fois qu'on va expérimenter quelque chose, une vidéo sur le sujet. Donc là par exemple le jardin cette année, aucune idée de si on va arriver à faire à en commencer un sur notre terrain parce que la priorité c'est vraiment emménager. On donne tout notre temps libre aux travaux et je ne sais pas si on aura la possibilité de faire une vidéo sur le jardin cette année ou plusieurs vidéos. Quoi qu'il en soit, si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine puisque c'est quand même le but de la chaîne. Ce qui arrive du coup à la quatrième question, avez-vous d'autres projets quand la maison sera finie? Oui. En fait, quand la maison sera finie, c'est là que le projet va commencer. C'est un peu ça le principe. C'est comment faire pour se libérer un maximum des choses que l'on achète en les produisant nous-mêmes. Donc, toute notre vie, on va apprendre à faire des trucs. Donc vous aurez plein de vidéos sur le sujet tant qu'on aura envie que cette chaîne se poursuive. Mais avant même de commencer à attaquer des trucs dans le jardin de construction, on aimerait construire un four à bois en extérieur, on aimerait construire un poulailler, avoir des poules, il y a vraiment plein de choses à faire. Je pense qu'il y a quand même des meubles qu'on va sûrement construire nous-mêmes dans la maison pour pouvoir les faire aux dimensions en fait parfaites qu'on veut, et puis parce que financièrement ça revient quand même moins cher, d'autant qu'il nous reste pas mal de bois de construction, donc à mon avis il y a pas mal de choses qu'on va construire. Les toilettes sèches aussi par exemple, ça on veut les construire nous-mêmes. Et le but de cette chaîne n'est pas nécessairement de parler uniquement de construction de maison, mais vraiment d'apprendre à vivre différemment. Donc voilà. Avez-vous appris à produire vos légumes avec des formations, des livres, des chaînes YouTube ou autres? Et si oui, pouvez-vous partager vos ressources préférées? Nous, à la base, on ne savait rien faire du tout. Le but, c'était ça. C'était d'apprendre avec des chaînes YouTube principalement, d'apprendre avec des bouquins, avec les gens qui vivent déjà sur place, ça c'est très important, d'observer comment les gens, les vieux, parce que c'est vrai que dans ce genre de région il y a quand même beaucoup de personnes âgées mais qui ont beaucoup de choses à apprendre et surtout qui connaissent bien les spécificités en fait au-delà même de la région, juste déjà du village où tu es. Parce que d'un village à l'autre, t'as pas les mêmes conditions climatiques. Nous, entre le village où on habite actuellement et là où on a fait du coup les potagers jusqu'à présent et celui où on construit la maison, y a quand même une différence d'altitude. Et clairement, on sait très bien que la période de
de plantation est pas forcément la même, surtout la période en fait le nombre de mois par an, voilà, où on peut vraiment faire un potager, il est beaucoup plus restreint que dans le village jusqu'à présent où on a fonctionné. Voilà, c'est vraiment important d'apprendre déjà de base à regarder comment les gens font sur place, s'il y a des gens qui cultivent autour de vous. Et puis ensuite, bon, alors j'ai pris des bouquins pour faire un peu une liste des bouquins qui ont fait partie et qui font partie de nos références. Ça c'est un bouquin que je vous avais déjà montré dans une vidéo. La révolution d'un seul brin de paille de Masanobu Fukuoka. Toujours un peu dur à dire. C'est un peu le monsieur qui aurait inventé la permaculture avant qu'elle existe. C'est-à-dire que lui, il s'est vraiment basé sur le principe d'apprendre à regarder son terrain, de voir comment les choses fonctionnent et de s'inspirer de ça pour arriver à cultiver sur place. On va avoir évidemment Permaculture au jardin de Damien Descartes, qui est ça, bah en fait de toute façon lui et sa chaîne YouTube, ça a été une personne qui nous a permis de vraiment rentrer dans... mais bon... En tout cas pour ceux qui s'intéressent au sujet, je vais rien vous apprendre, j'imagine. C'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube qui s'appelle, que je dise pas n'importe quoi, Permaculture, Agroécologie, etc. Vous trouvez tout en fait chez lui. Il est très pédagogique, il est très pédagogue et il fait beaucoup de vidéos, donc du coup il y a beaucoup de cas de figure différents. Enfin bon bref, c'est vraiment hyper intéressant. En termes de chaîne YouTube d'ailleurs, du coup j'en profite, on a Antoine le potagiste, le potager d'Olivier, mais tout ça ce sont des grosses chaînes en fait de potager que beaucoup de gens suivent déjà bien avant de... Enfin bon voilà, nous on est une toute petite chaîne, donc je pense que on vous apprend rien là-dessus. T'en as une autre comme ça qui devient Jardin des merveilles. Le jardin des merveilles. Voilà. On avait aussi le potager du paresseux de Didier Helmstetter. Voilà. Et puis après, bah, de toute façon, les gens nous offrent pas mal de bouquins. Et puis nous, dès qu'on en voit un peu, souvent on va s'en prendre. Et c'est pas pour autant qu'on les a tous lus en profondeur, mais disons qu'on est plus dans la dynamique de se dire ok, on va expérimenter quelque chose et si on a une question spécifique, on va aller essayer de la chercher. Sans nécessairement avoir lu tout le bouquin avant. Donc, par exemple, on était dans une brocante et on est tombé sur ça, une petite bible qui s'appelle L'art de vivre au temps jadis, qui est en fait un bouquin qui va rassembler des savoir-faire, c'est-à-dire de construire sa maison, même fabriquer une brique, à fabriquer une éolienne, voilà, évidemment bah du coup tout ce qu'on veut au potager, de la conservation, et en fait on va apprendre tout, la vie d'une ruche, voilà, les animaux aussi, comment leur construire un poulailler, c'est un petit manuel d'autonomie ouais c'est ça, je crois que c'est des années 70. Un bouquin qui nous a pas mal aidé pour les bonnes associations au potager, voilà. Après, celui-là, c'est de Noémie Vialard. Est-ce que c'est le meilleur? Je ne sais pas. On est tombé sur ce bouquin-là. Il nous plaît bien. Il y a plein de bonnes idées dedans. On les expérimente. Ça marche pas. Et puis nous, on se fait un petit carnet au fur et à mesure des ans où on écrit ce qu'on a tenté et ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Les conditions météorologiques aussi qu'on a rencontrées pour qu'au fil des ans, en fait, on puisse au fur et à mesure apprendre de nos erreurs ou de nos réussites qui parfois sont faites par hasard. C'est pas forcément parce qu'on a lu ces bouquins qu'on vous conseille nécessairement d'avoir cela à la maison. L'important c'est d'aller un peu fouiner et de voir qu'est-ce qui vous plaît. Parce qu'il y a aussi une part de philosophie suivant la personne qui a écrit le bouquin. Et si la philosophie de la personne vous plaît et qu'elle est plutôt en adéquation avec la vôtre, eh ben, il faut le tenter, voir ce qui marche. Ah, j'ai eu une question de quelqu'un qui m'a dit « Apprends-moi à faire pousser du basilic, c'est tout ce que je veux savoir. » Cette personne se reconnaîtra. Eh bien, tape « Faire pousser du basilic » sur YouTube, tu verras. Il y a plein de vidéos sur le sujet. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai tenté d'en mettre cette année. Ça n'a pas été une grande réussite, mais je l'ai mis en plein cagnard. Voilà, sans ombre. C'était vraiment pas du tout une bonne idée. Donc voilà, fais pas ça. Déjà, au moins ça. Et après, tu trouveras, je te fais confiance. Prochaine question, nous abordons un sujet un peu différent. Je crois que vous en avez parlé dans une de vos premières vidéos, mais quel a été l'élément déclencheur de votre changement de vie et le choix de construire votre maison?
Alors, c'est long. On pourrait faire une vidéo entière sur le sujet, donc je vais quand même trouver le moyen d'être un peu concise, mais c'est vrai que ça c'est quand même un gros sujet. Quel a été l'élément déclencheur ? Pour recontextualiser un tout petit peu les choses, donc effectivement ça c'est quelque chose dont on a parlé dans la première vidéo, celle du déménagement, mais donc pour rentrer un peu en profondeur dans le sujet, nous à la base on habitait à Paris, on est tous les deux artistes, même si on n'a jamais vécu financièrement de notre travail. Moi en tant que comédienne et réalisatrice, même si maintenant je dirais plutôt vidéaste, parce qu'à l'heure actuelle je fais quand même beaucoup plus de la vidéo grâce à la chaîne que de la réalisation de courts-métrages de fiction, même si c'est quelque chose qui me plaît toujours. Et puis Clément, lui, il était dans la musique, et pour nous c'était une évidence que on allait poursuivre notre vie en région parisienne, parce que c'est là en fait que en tant qu'artiste, on pense à ce moment-là que c'est le seul moyen pour nous de pouvoir avoir une vie artistique, c'est là-bas. Sauf que, en fait, beaucoup, je dirais, d'éléments déclencheurs venus de l'extérieur sont arrivés dans nos vies. Moi, je sortais à peine de l'école. C'était en fait le moment où il fallait que je me lance concrètement. Je commençais à travailler avec une compagnie de théâtre. Enfin bon, voilà, c'était vraiment un moment où je me lançais. Mais des éléments extérieurs du type les gilets jaunes, puis donc du coup on commence à parler de plus en plus de changement climatique et en fait ce qui s'est passé c'est que ça a été une période où malgré tout Clément comme moi on a eu un peu de temps. En sortant de l'école, où lui il a eu aussi un peu de temps vis-à-vis de son travail, et en fait ce temps-là, on l'a utilisé à découvrir plein de choses sur lesquelles on s'y connaissait finalement pas du tout, contrairement à ce qu'on croyait. Parce que on s'intéressait pas plus que ça finalement à l'écologie, ou en tout cas au rapport de l'humain à la nature, on s'intéressait pas plus que ça à la politique ou ce genre de choses, et en fait la crise avec les gilets jaunes en l'occurrence a été quelque chose qui nous a donné envie de chercher à comprendre, tiens, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il se passe ça, pourquoi ça me fait du bien de voir ça, et en même temps j'ai besoin de comprendre et de m'instruire en fait sur tous ces sujets là. Au fur et à mesure donc on s'est mis à bouffer soit des bouquins mais principalement des vidéos sur YouTube, que ce soit des documentaires, des conférences, énormément de conférences, des interviews, voilà en fait on a découvert un autre monde, et je dirais que voilà, pour vous dire un peu des noms de personnes qu'on a découvert, on a découvert le travail d'Aurélien Barraud, de Arthur Keller ou de Vincent Mignereau, évidemment The Shift Project avec Jean-Marc Jancovici, le travail de Philippe Biwix, de Aurore Stéphan. Voilà, il y a vraiment énormément de gens comme ça qui ont débarqué dans nos vies et qui se sont révélés avoir un impact énorme en fait. Je vais en citer d'autres, avec qui on avait Dominique Bourg, évidemment Pablo Servigne, sur des questions de démocratie, Barbara Stiegler, François Bégodeau. Bon, la liste elle est immense si vraiment je me lançais là-dedans, mais au moins ça vous donne déjà un peu une idée du type de personnes dont on a rencontré la pensée en fait. Et là ça a été un basculement total de notre façon de voir le monde en fait, tout simplement. Et au-delà du fait d'avoir cultivé notre esprit critique, notre esprit politique et ainsi de suite, on s'est rendu compte que on n'avait absolument pas confiance en un avenir durable en région parisienne ou juste dans une grande ville tout court. On a ressenti l'urgence d'apprendre à produire des choses par nous-mêmes parce que a priori pour nous c'est le meilleur moyen de pouvoir en bénéficier le plus longtemps possible, tout simplement. En tant qu'artiste, on va pas se voiler la face, déjà qu'on gagnait pas notre vie avec ça, mais seulement avec des petits boulots alimentaires. On savait très bien que il y a énormément de prix qu'ils soient alimentaires ou énergétiques qui vont ne faire qu'augmenter. Parce que pénurie et ainsi de suite. Donc il fallait que on pallie à cette situation-là, parce qu'on n'allait pas pouvoir finalement arriver à avoir une vie que nous on considérerait comme correcte en restant là-bas à long terme.
Donc on a décidé de partir, et de partir le plus vite possible, parce que la situation s'arrange pas, et que apprendre à cultiver c'est déjà très compliqué, ça prend du temps, ça prend des années. Si on veut tendre vers une forme d'autonomie, ça aussi, ça prend des années. Chaque année va devenir de plus en plus difficile pour apprendre à cultiver. Pour nous, c'était nécessaire de partir le plus vite possible pour pouvoir commencer à apprendre. Tout simplement, se confronter aux difficultés et du coup peut-être être un peu plus stable au moment où le changement climatique va faire que ça va devenir vraiment très compliqué de cultiver la terre. Construire la maison, en soi, c'était pas forcément notre but de base. On s'est pas dit, oui, nous, ce qu'on veut, c'est construire notre maison. Non, nous, ce qu'on voulait, c'était se barrer, en fait, tout simplement, et apprendre à faire tout ce que je vous ai dit. Mais, de toute façon, quand on n'a pas beaucoup d'argent, construire sa maison, c'est quand même le moyen le plus simple, pas forcément le meilleur mot, mais en tout cas le plus rapide, pour arriver à devenir propriétaire de sa maison. Du coup, ça s'est fait comme ça. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que dans ce projet-là, dans le fait d'apprendre à produire un maximum de choses tout seul, on se rend compte que vu qu'on peut pas apprendre à tout produire tout seul, ou en tout cas à produire une grande diversité de choses, on peut pas non plus, construire une maison immense parce que financièrement c'est pas du tout possible, et puis que c'est physique. Déjà 50 mètres carrés, c'est hardcore, alors faire du 100 mètres carrés, c'est juste... non en fait, non merci, non merci. Et donc en fait on se rendait compte au fur et à mesure que tout le projet qu'on avait à mettre en place, qui est donc été petit, qui allait dans une forme de sobriété, qui allait dans, vu qu'on veut acheter le moins de choses possible à terme, consommer moins, et en fait c'est un projet qui de lui-même générait un projet écologique en soi. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui nous plaisait beaucoup. En palliant à notre problème de même financier, en fait, comment faire pour essayer de manger des aliments qui soient le plus sains possible, mais si on veut les acheter, c'est quand même très cher, donc les produire par nous-mêmes, et en fait, ça nous amène à faire du local, ça nous amène à entretenir la biodiversité sur place, et donc chercher justement à la faire vivre et non pas à la détruire. Ce ne sont que des cercles vertueux qui amenait notre projet non seulement à nous rassurer, parce qu'on va dire les choses clairement en fait, sur toutes les difficultés à venir et qu'on sait qu'on va se prendre dans la figure, mais en plus à avoir une dimension écologique, sobre. Ça, c'est quelque chose qui vraiment était merveilleux en soi et qui a fait qu'on était sûr et certain que c'était vraiment le projet qu'on avait envie de mettre en place. Donc une fois que la décision a été prise, on a cherché à visiter plein de régions. Disons qu'en gros, on a pris la décision et on est parti à peu près 1 an plus tard. Voilà, donc ça s'est fait quand même assez vite. Bon, je sais pas si j'ai été bien assez claire ou s'il y a des choses qu'il aurait fallu préciser différemment. C'est un sujet qui est vaste. Voilà, si jamais en tout cas vous avez des questions plus précises que vous avez envie d'aborder, n'hésitez pas. Donc, la question qui arrive, on arrive à la fin, franchement, là ce serait: avez-vous quelque chose qui vous manque de la ville? Question honnête, parce qu'elle se pose quand même. Franchement, déjà en fait ce qu'il faut savoir c'est que une fois qu'on avait pris la décision de partir et que on avait décidé de vivre complètement différemment, clairement, la ville, on l'avait en horreur. Donc, on n'était pas du tout dans la crainte d'avoir des choses en soi qui nous manquent vraiment, parce qu'en fait, dès qu'on posait les yeux sur quelque chose en ville, on se disait non mais ça c'est plus possible, je veux plus vivre de cette manière-là, je veux plus vivre aussi vite, je veux plus vivre avec autant de pollution autour de moi, je veux plus vivre avec aucune possibilité d'avoir des toilettes sèches, de pouvoir cultiver ma terre, de pouvoir vraiment... rien n'allait.
rien n'allait pour nous. Donc c'est vrai que on n'avait pas spécialement peur de perdre beaucoup, mais au contraire on savait qu'on allait gagner beaucoup. Mais maintenant qu'on y est, voilà, je dirais que ce qui me manque, en tout cas voilà, je vais parler pour moi, ce qui me manque le plus, évidemment c'est la facilité de pouvoir voir nos amis. Ça c'est le plus difficile. Après bon, finalement, beaucoup de gens qu'on connaissait de Paris sont partis de Paris, parce que c'est quand même ce que font beaucoup de gens. Mais bon, malgré tout, il y en a qui y sont toujours, ou quoi qu'il en soit, ils vivent dans d'autres villes, on n'est pas à côté. Donc oui, ça c'est difficile, de pas pouvoir être proche, de pas pouvoir, comme avant, aussi facilement s'appeler et dire allez, on va boire un coup ce soir. Ça c'est un peu dur, mais l'avantage c'est qu'on est deux. Déjà, je pense que c'est pas pareil que de vivre ça tout seul. Je me suis découvert un tempérament beaucoup plus casanier que ce que je m'imaginais. Parce que ça, c'est la trentaine qui fait ça et que je deviens vieille, je ne sais pas. Mais j'apprécie beaucoup de rester tranquille chez moi et de ne pas sortir. Au final, c'est pas grave. Puis nos amis, on trouve le moyen de les voir quand on retourne de temps en temps dans les villes où ils sont. C'est beaucoup moins souvent, c'est sûr. On se manque pas mal, mais bon, on essaie de s'appeler tant que possible. Pour l'instant, on s'est pas encore fait vraiment des amis ici. Parce qu'en fait, au final, entre la sociabilité avec les gens de la famille, plus tout le temps qu'on passe aux travaux et ainsi de suite, au final, c'est vrai qu'on ressent pas plus le besoin que ça pour l'instant de rencontrer des nouvelles personnes, mais clairement c'est le but. Je me vois pas ne pas me faire d'amis ici. Je sais que c'est des choses qui vont finir par arriver et ça me fait pas trop peur. Après, des choses concrètes qui peuvent manquer de la ville, en fait, disons que c'est plus des habitudes qu'on pouvait avoir qui sont pas forcément des bonnes habitudes en fait, et c'est aussi pour ça que finalement c'est un peu sans regret de pas pouvoir le faire, mais avoir un petit magasin à 10 mètres de chez soi et donc choisir du jour au lendemain ce qu'on a envie de manger, ou le jour même, et pouvoir jusqu'à 22h avoir quelque chose d'ouvert en bas de chez soi et aller acheter ce qu'on veut, oui, c'est en soi sur le moment, quand il y a la transition à vivre, il y a un petit moment où il faut s'habituer en fait à ça, mais c'est comme se faire livrer. Ça c'est une habitude pourrie en soi. Et je suis contente de ne pas pouvoir avoir cette facilité là aussi proche, de me faire livrer directement à la maison des trucs à bouffer quoi. Parce que c'est très pratique, c'est très confortable, mais bon, on sait déjà tout ce que ça entretient comme système. Pour le coup, c'est vraiment pas une mauvaise chose qu'on puisse plus. Mais en fait, c'est des choses qu'on n'avait pas spécialement il y a même encore quelques années, et finalement on faisait sans. Et quand on est ici, c'est pareil, on fait sans. On sait qu'on peut pas, donc on fait pas. Donc à la rigueur, si on sait qu'on va avoir une période où on n'aura pas spécialement envie de faire à manger parce qu'on est très fatigué ou ce genre de choses, voilà, ça sera une période où on va plus acheter des choses industrielles en magasin qu'on sait qu'on pourra se faire facilement à réchauffer. C'est pas une bonne chose non plus, puisque l'idée de base de notre projet c'est quand même justement d'acheter le moins possible, mais là on n'est pas encore dans notre maison, on n'est pas encore en train de développer notre autonomie, on n'est pas encore tout ça, donc en fait on s'est préparé déjà quelques bocaux à l'avance, c'est-à-dire que ça y est, on fait déjà de la conservation avec des légumineuses et des légumes qu'on a cultivés, et on s'est fait des bocaux qu'on a cuisinés à l'avance et qu'on peut sortir comme ça un soir, si on a la flemme de cuisiner, on sort ça, donc ça c'est génial, mais on n'en est pas du tout au stade où on pourrait se permettre de faire ça très souvent, on n'en a pas assez. Mais je dirais que ce qu'on a gagné, finalement, c'est tellement plus grand que ce qu'on n'a pas, ou de ce qu'on n'a plus de notre mode de vie en ville, que on passe outre quoi. C'est vraiment pas un problème. Bon, et voilà, je sais pas du tout si ça va être ce que vous espériez, si ça sera pas trop long, je sais pas, on verra. Et puis après voilà, il faut se rendre à l'évidence, pour l'instant notre projet il est comme ça, il est tout petit, et c'est une fois qu'on habitera dans la maison que là on va vraiment pouvoir enfin déployer tout ce qu'on a à déployer. Donc c'est surtout là en vrai qu'on aura aussi des choses à vous raconter. Clément ? Quelque chose à dire, à ajouter ? Non. Non. Eh à bientôt.